Les experts atlantiques. We don't get fooled again. Les experts atlantiques avec Bader Saoudi. Alors, quel dommage que les imbéciles soient des gens si pleins d'assurance et des gens intelligents si pleins de doutes. Bon, ce n'est pas de cette assurance dont nous parlons aujourd'hui, mais de l'assurance experte, écouteuse et obligatoire et surtout salutaire le plus souvent, qui a pourtant les mêmes origines latines, assecure, qui veut littéralement dire rendre ou rendre stable ou rendre sûr. La stabilité est donc une modalité de l'ordre et nous allons mettre de l'ordre dans ce spécial assurance aujourd'hui, comme presque chaque mercredi, avec nos experts. Les experts atlantiques. Jusqu'à midi. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un spécial assurance. Aujourd'hui, le sujet est vaste, on se souvient chacun de notre premier contact. On a toujours été, pour ceux qui ont des voitures, pour ceux qui sont rentrés dans la vie professionnelle, on a toujours été, au contact de ce domaine-là, notamment le domaine des assurances. Donc, nous allons parler effectivement des changements à venir, et puis la saison estivale oblige. Nous allons parler également d'automobile. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Nous sommes en compagnie de Abdelaziz Rachidi, consultant senior et formateur en assurance, expert en assurance. Je vous dis tout d'abord, comment allez-vous ce matin ? Alhamdoulilah, très très bien. Bah parfait. Surtout avec le début de l'été qui est venu tardivement. Alhamdoulilah, c'est très très bien. Bah parfait. Bon, j'espère que vous aurez bientôt des vacances. Et bien sûr, je voulais aussi rappeler un petit élément. On répond à toutes vos questions évidemment comme d'habitude au 05 22 95 36 70 ou 80. Bon, le sujet intéresse, donc n'hésitez donc pas à réagir. Dans un premier temps, je voudrais aborder de front ce sujet qui nous intéresse essentiellement aujourd'hui, l'assurance automobile. Je voudrais tout d'abord dresser un peu un tableau général. Quelles sont les garanties accordées par les assureurs d'une manière générale? Alors d'une manière générale, chez nous au Maroc, il y a une seule garantie qui est obligatoire. Elle est obligatoire, nous n'avons pas le choix. Chaque utilisateur du véhicule doit avoir cette garantie. C'est la responsabilité civile, autrement dit, l'Ms'ouliyya al-Madaniya. Et les autres garanties. Tierce, vol, incendie, bris de glace, dommages collision, personnes transportées, etc. Bris de glace. Alors toutes ces autres garanties sont dites facultatives ou optionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je suis libre, suivant mon budget, d'ajouter la tierce ou le vol ou l'incendie indistinctement comme je veux. Par contre, l'ARC, je n'ai pas le choix. Étant donné que j'ai un véhicule mu par un moteur, à partir de 49 cm3, je dois, coûte que coûte, m'assurer auprès d'une compagnie d'assurance. Alors, cette garantie, vous allez me dire, pourquoi elle est obligatoire ? Oui. Alors que le reste n'est pas obligatoire. Tout simplement parce qu'il y va de l'intérêt du public. Il y va de l'intérêt des gens. En circulant avec ma voiture, avec ma moto, mon camion, je risque de tuer quelqu'un, de blesser quelqu'un, de faire dérailler le train, ou d'heurter un camion ou un autocar avec des dizaines de morts. Oui. Et je n'ai pas les moyens pour individuellement de payer la totalité. Voilà, c'est pas possible. Je ne peux pas être solvable à un tel point. Alors, par contre, c'est pour cela, la loi, elle est claire. Elle m'oblige à assurer ma responsabilité civile auprès d'une compagnie d'assurance, laquelle est solvable. Oui. Laquelle est solvable. Elle peut payer 10 millions, 20 millions, 30 millions de dirhams aux victimes à cause de mon geste, à cause de mon fait. C'est comme ça. Le reste, ça concerne ma voiture. Je suis libre de l'assurer entière. Oui, mais nous n'avons pas toujours toutes les informations à disposition pour choisir quelles sont les options facultatives qui pourraient être susceptibles le plus de nous intéresser en tant qu'individu. Donc vous avez évoqué énormément d'options facultatives et je voulais vous dire, est-ce que ça diffère d'une part d'une assurance à l'autre et puis d'autre part quelles sont les options de votre point de vue, à partir de votre expérience, les plus intéressantes qui pourraient intéresser le plus nos auditeurs notamment. Beaucoup d'entre conduisent, on peut dire. Et effectivement, oui. Et je dirais heureusement pour nous.
heureusement pour nous, les Marocains, heureusement. Je pensais que vous disiez heureusement pour nous les assureurs. Non, j'ai plus la casquette d'assureur. Moi, je suis consultant formateur maintenant. Durant 38 ans, quelque chose comme ça. Oui. J'étais assureur. Maintenant, j'ai ma société, je forme. Je forme les assureurs. Oui, je forme les assureurs, les compagnies d'assurance, les agents, les courtiers, etc. Donc, heureusement, pour nous, citoyens et citoyennes marocains, nous avons devant nous un certain nombre d'assureurs. Oui. Et nous n'avons que l'embarras des choix. Ces gens-là ne se ressemblent pas. Sur le plan prime, sur le plan prestation. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Telle compagnie, et il vous dit, monsieur, je suis prêt à vous assurer pour telle somme. À côté, je vois un autre assureur, c'est pour une autre somme. Donc, d'abord, ils ne se ressemblent pas sur le plan prime que je vais payer. Donc, vous aviez parlé tout à l'heure de la notion d'intérêt général, c'est-à-dire il y a une assurance obligatoire, effectivement. Oui. Et donc, en fait, peut-être l'objectif de cette... quand on pense intérêt général, on pense peut-être intervention de l'État ou l'État qui doit intervenir dans le secteur. Mais vous parlez d'un secteur privé, peut-être y a-t-il... C'est ça peut-être l'intérêt de ce secteur privé d'apporter des offres différenciées, peut-être pour le coût concurrentiel. Oui, mais la RC est la même. Oui. La RC. Ça c'est un socle commun. Oui, un socle commun pour tout le monde. Et d'ailleurs, les assureurs n'ont pas le droit. Je dis et je signe et je répète. Oui. Les assureurs n'ont pas le droit de légiférer dans la RC automobile. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit du tout, parce qu'il y va de l'intérêt du peuple, de l'intérêt des gens. Donc c'est l'État, c'est l'administration qui légifère, qui crée des lois concernant la responsabilité civile automobile et l'impose à tous les assureurs. Monsieur l'assureur, on n'avait pas le droit de discuter. Ne discutez pas, s'il vous plaît. C'est moi qui fais les lois, c'est moi, que ce soit pour les sinistres automobiles matériels ou pour les sinistres corporels, d'ailleurs d'octobre 84. Oui. Donc, que vous alliez chez l'assureur A ou l'assureur B, il vous offrira la même garantie, la même chose concernant la responsabilité civile automobile, c'est l'État. C'est l'État qui fait ça, et les assureurs n'ont rien, et n'ont pas leur mot à dire. Par contre... relativement aux options facultatives, vous nous en parliez tout à l'heure, sur cette diversité dans l'offre, comment un peu distinguer le bon grain de livret? Parce que pour le profane, pour celui qui ne sait pas plonger dans cette question, qu'est-ce qui est à conseiller, qu'est-ce qui est intéressant? Évidemment, c'est en fonction du budget, mais... très bonne question. Mais c'est simple. Alors, il y a ce qu'on appelle les agents et les courtiers. Alors, les agents et les courtiers sont pas des assureurs. Je dis et je répète, ce sont pas des assureurs. Ils n'assurent rien du tout. Ce sont des intermédiaires d'assurance. Et la loi, elle est claire. Et leur donne un nom. Ce sont des assureurs conseils. Où est-ce que je veux dire? Ce sont des assureurs conseils. Ça veut dire ils mettent en contact l'assureur, le véritable assureur, la compagnie d'assurance XY ou la mutuelle d'assurance XY, et les assurés. Ils les mettent en contact et ils les conseillent sciemment. Ils les conseillent à bon escient. C'est pour cela le conseil que je donne, et je ne cesse de le répéter. Il appartient aux gens, à nos concitoyens, de ne pas choisir n'importe quel agent, n'importe quel courtier. Non, pas du tout, monsieur. Pas du tout. Adressez-vous à des professionnels. Parce que ces gens-là, Vous voulez dire que c'est une partie de leur activité, mais pas l'ensemble? Non, je veux dire par là, quand j'ai une usine, je prends un exemple très très simple. J'ai une usine avec 400 personnes. Oui. Je veux les assurer en accident de travail, mon usine, un incendie, on dégâts des eaux, tout ce que vous voulez. On tout risque ceci, cela. Je vais voir un agent ou un courtier, on le bombardant de questions. Je veux savoir, monsieur l'assureur, monsieur l'agent, monsieur le courtier, qu'est-ce que vous m'offrez? Qu'est-ce que ça veut dire la perte, ceci, cela? Qu'est-ce que ça veut dire l'enrichissement, ceci, cela? Qu'est-ce que ça veut dire la participation? Parce que parfois on est enseveli sur des termes techniques, on ne comprend même des termes même très simples. Et c'est normal. Oui. C'est pas votre domaine à vous. C'est pas le domaine des gens.
Oui, c'est un domaine particulier qui est mon domaine à moi et des assureurs. C'est un domaine particulier avec son jargon latin, gréco, tout ce que vous voulez, américain. Et moi, je suis en tant que patron, je dis, monsieur, est-ce qu'il y a ceci, cela? Alors, le conseil que je donne, si vous voyez que en face de vous, il y a un agent ou un courtier, un vrai professionnel, il va vous répondre. Ah oui, il va répondre à vos questions. À la limite, il peut vous dire, bon, c'est un peu compliqué pour moi, je vais voir avec ma compagnie d'assurance que je représente ou avec laquelle je travaille et demain, je vous rencontre. Mais chérie. Oui, effectivement. Donc, il peut très bien dire ça, mais c'est pas méchant, c'est pas méchant. Ouais. Et le lendemain, il vous répond. Mais par contre, si vous voyez que chaque fois que vous posez des questions, monsieur le patron, monsieur l'assuré, vous voyez dans ses yeux, il est perdu. Il y a Anguille sous voilà, il est perdu, il n'est pas là. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mouchkara, il est bien, mais seulement il patauge. Il connaît l'automobile, mais il connaît pas l'accent travail. Il connaît l'accent travail, mais il connaît pas la TRC. Il connaît pas la RC décennale. Alors là, sincèrement, si vous, monsieur l'assureur, vous voyez ça, un conseil, passez votre chemin. Allez ailleurs. Ah oui, allez ailleurs, choisissez un autre. Oui. Un autre qui est vraiment à la hauteur. Donc c'est une affaire de conseil ou à prodiguer aux gens qui s'intéressent ou qui sont concernés par ce domaine. Mais vous, si vous aviez à, disons, distinguer, je vous disais tout à l'heure, le bon grain de livret concernant toutes ces options facultatives, parce qu'elles sont diverses, elles sont d'un intérêt divers également. Oui. Bon, est-ce qu'on peut tout d'abord les définir ou bien en énumérer quelques-unes pour que les auditeurs sachent de quoi il s'agit exactement, surtout que l'on est dans un domaine, bon, il s'agit d'automobile et les gens sont tout à fait concernés par ça. L'idéal serait que les gens lisent les contrats, lisent les polices, surtout les conditions générales. Le malheur, une bonne partie de nos gens ne lisent pas. Vous avez raison, mais peut-être qu'il y a-t-il aussi, disons, un frein d'emblée, qui est le jargon, parfois vous l'avez évoqué vous-même. Mais on n'y peut rien. Oui, il faut se renseigner de manière générale sur tous les sujets, bon, et c'est aussi à ça que ça sert, cette émission. On n'y peut rien, parce que le domaine des assurances est un domaine très, très vaste, et ambigu, et qui n'est pas à la portée de tout le monde. C'est pour cela, je répète, bombardé de questions les assureurs conseillent, les agents et les courtiers. Ne confiez pas votre population en accident de travail, en dîme, en maladie, maternité, tout ce que vous voulez, au premier venu. Non, vous dites, monsieur, qu'offre que vous m'offrez-vous en accident de travail? Est-ce que j'ai droit à une participation au bénéfice? Et automatiquement, le monsieur, l'agent ou le courtier dit, tiens, celui-là... Il s'y connaît un peu, peut-être faut faire attention. Exactement. Oui. Ou bien, je dis une usine, je sais pas, de pétrochimie ou tout ce que vous voulez. Monsieur l'assureur conseil, c'est quoi un mur coupe-feu? C'est quoi un coup de bélier? C'est quoi ça? C'est du jargon des assureurs. Oui. Un sprinkler, etc. Et l'agent doit, c'est une obligation, doit renseigner à bon escient son futur client, qui maintenant, c'est un proposant. C'est un proposant. Oui. C'est un monsieur ou une société qui propose. C'est un proposant. Oui, monsieur, vous avez 1000 fois raison. Voilà ce que je vous offre. Etc. Sur un autre plan, ne choisissez jamais le premier agent ou le premier courtier du coin. Faites un appel d'offres, comparez les prestations, comparez les prix, surtout les prestations entre telle compagnie d'assurance offre ça et ça, telle compagnie, et vous verrez, et ça c'est certain, je mets ma main au feu, qu'ils ne se ressemblent pas. Les compagnies d'assurance offrent une panoplie de prestations, c'est formidable, mais ne sont pas les mêmes. Sont jamais les mêmes. Vous touchez du doigt une question que je voulais aborder avec vous, c'est ce moment du choix. Oui. Il y a nécessairement, quand on a un choix, il y a des préférences, il y a des distinctions, des fois plus avantageuses dans certains domaines et moins avantageuses dans d'autres. Oui. Et donc, comment choisir? Comment faire son choix? Que faut-il en somme préférer? Si c'est une société, faites ce qu'on appelle une étude comparative.
une étude comparative. Vous prenez les prospectus, les flyers, tout ce que vous voulez, les conditions générales, bien sûr, pourquoi pas, des compagnies d'assurance, vous faites semblant que vous assurez chez lui, mais je vais réfléchir et dans votre bureau, monsieur le PDG, monsieur le directeur général, monsieur Intel, DRH, comparez les prestations. Celle-là, elle offre ça. Celle-là, il ne l'offre pas. Celle-là, il donne ceci. Celle-là, il ne le donne pas. Et dans l'ensemble, vous verrez, vous prenez la meilleure compagnie, le meilleur assureur qui offre le maximum. Sur un autre plan, oui. Il y a une chose très importante qu'il faut dire, malheureusement, on voit le prix. On voit le prix. Et... c'est souvent le facteur discriminant. Oui, oui. En tout cas, qui intéresse de premier abord, oui, qui capte l'œil, qui capte l'attention. Il y a un proverbe dialectal, de l'arabe dialectal, oui, que j'aime beaucoup. J'adore les proverbes dans cette émission. Ce qu'on appelle frurso, trlinso. Et il y a beaucoup d'assurés qui disent celui-là il n'est pas cher, celui-là il est cher. Mais non, pas du tout. Il faut pas voir ça de cette. Si c'est moins cher, qu'est-ce que ça cache? Oui, il y a des critères globaux à prendre en considération. Les experts Atlantiques. Posez vos questions au 05 22 95 36 80. 05 22 95 36 80. Bader Saoudi. De retour sur le plateau des experts, il est 10h38. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et vous pouvez nous appeler au 05 22 95 36 70 ou 80 avec moi aujourd'hui. Abdelaziz El-Rachidi, expert en assurance. Nous évoquions tout à l'heure les critères à prendre en considération pour faire son choix, pour justement trancher entre différentes options. Il n'y avait pas que le critère du prix qu'il fallait prendre en considération, mais la prestation dans sa globalité. Il s'agit aussi d'éclaircir ce point-là. Donc, je vous laisse approfondir votre réponse à cette interrogation que beaucoup de nos auditeurs ont. Alors, je disais que le conseil que je donne à nos concitoyens pour s'assurer, ne passez pas en priorité le prix de l'assurance. Non. Passez en priorité les prestations. Dites-vous, telle compagnie, telle mutuelle, qu'est-ce qu'elle m'offre par rapport aux concurrents? Qu'est-ce qu'elle m'offre de plus ou de moins? Et à ce moment-là, je prends ma décision. Mais ne soyez pas aveuglés par le prix. C'est vrai, le prix, c'est quelque chose de très important. Mais il prendra une deuxième position. La première position, la chose la plus importante, j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai une usine, PME, PMI, tout ce que vous voulez. Je veux placer cette chose-là auprès de telle ou telle compagnie. Qu'est-ce qu'elle m'offre? Elle est capable de me payer en quoi? Qu'est-ce qu'elle ne me paye pas en quoi? En fonction de ça, après, je verrai le prix de l'assurance. Notamment relativement à ces options facultatives dont nous parlions tout à l'heure. Oui. Peut-être faut-il aussi donner un éclairage sur ce que sont ces options-là, en dehors du caractère obligatoire, disons, de la responsabilité civile, en tout cas de l'assurance obligatoire. Quelles sont, disons, quelques distinctions au moins minimales à donner à nos auditeurs concernant cette différence-là entre les différentes options facultatives? Oui, je vois avec mon assureur conseil, autrement dit, l'agent ou le courtier auprès duquel je vais placer mon affaire, en disant, monsieur, quelles sont vos garanties? J'ai ceci, cela. Qu'est-ce que vous m'offrez de plus? Par rapport au marché? Généralement moyennant surprime. Vous ajoutez 20-15%. Je prends un exemple très simple. J'ai un hôtel quelque part au Maroc, un très beau hôtel, 4-5 étoiles. Il me dit, voilà, j'ai une police formidable qui vous offre le vol, l'incendie, ceci, etc. Bon, très bien. Monsieur, est-ce qu'il y a le tremblement de terre? Il va me dire non. Non, monsieur. Est-ce qu'il y a les actes de terrorisme? Il va me dire non. Oui. Il n'y a pas ça. Mais monsieur, nous vivons une époque difficile, et nous sommes jalousés. Je n'irai pas plus loin. Jalousés par les voisins, par d'autres personnes. Qu'est-ce que vous m'offrez? Écoutez, moi, je peux vous offrir le terrorisme. Vous me donnez 25%. Voilà. Déjà, j'ai sauvé la situation. Et déjà, cet agent-là, ce courtier, il va m'offrir une extension, ce qu'on appelle une extension de garantie contre le terrorisme, moyennant
tant % en sus, ce qu'on appelle une surprime. Oui. Donc, il y va de même pour l'accident au travail. Mais qu'est-ce que vous m'offrez en plus? Bon, écoutez, moi, je peux vous offrir une participation au bénéfice. Si jamais, au bout de 2 ans, 3 ans, etc., je gagnerai avec vous de l'argent, entre le rapport SP, le rapport sinistre-prime, je vous restituerai, je vous rembourserai pour 20 ou 25%. Ça, c'est formidable. Oui, c'est en proportion quelque chose qui peut mais faire faut la différence. Si l'on se contente de regarder le prix à ce moment-là, bon, ça change tout. Mais il faut qu'ils me le disent. Oui. Il faut me le disent. Si jamais il ne me dit pas, et si jamais je réclame pas ça, je vais rester avec lui des années, il va gagner des millions et des millions, il va rien me rembourser du tout. Il va rien me ristourner. Par contre, la participation au bénéfice, j'ai un exemple parmi d'autres, l'oblige, lui, l'assureur, à me restituer 20-25% de ce qu'il a gagné. Voilà. Donc, le problème est entre les mains de l'assureur conseil. C'est pour cela, il faut que ces gens-là sachent pour retenir leurs clients, autrement dit, pour les fidéliser, il faut qu'ils offrent le meilleur. La crème de l'assurance au Maroc. Monsieur, moi je vous offre plus que telle compagnie. Vous avez vu telle compagnie? Cette compagnie n'a pas telle chose. Moi je l'ai, je vous l'offre. Donc c'est une discussion entre le proposant, le futur assuré, et son agent et son courtier. Mais si jamais que vous voyez que ce monsieur-là, cette dame-là, agent courtier, il patauge, il est hors sujet. Mais peut-être laissez-le tomber. Mais c'est un conseil qu'il faut aussi adopter pour toute chose en général, c'est-à-dire se renseigner au maximum avant de s'engager pour parfois des sommes qui sont pas négligeables, d'une part, mais d'autre part, dès lors qu'il y a différents acteurs, il y a différentes offres, et à partir de là, je pense que aussi une part de la responsabilité incombe à celui qui a besoin d'une assurance, qu'elle soit surtout lorsqu'elle est facultative, puisque lorsqu'elle est obligatoire, il n'y a pas de choix. Et pour cette affaire de Jacques, nous en parlions tout à l'heure. Bon, vous me disiez tout à l'heure qu'il y avait une confusion entre les assurés et les assisteurs. Est-ce qu'il s'agit donc de la même société? Et puis, de manière générale, il y a effectivement beaucoup de jargon, donc il y a beaucoup de définitions à donner qui sont relatives à ce secteur-là, celui des assurances, le vôtre. Oui. Très bonne question. Alors, il faut que nos concitoyens sachent que l'assurance, ce n'est pas l'assistance. L'assistance, ce n'est pas l'assurance. Ce sont 2 sociétés distinctes. Je dis bien 2 sociétés distinctes. Une gémellité dans la terminologie ne veut pas dire une confusion. Absolument. Donc il s'agit aussi d'établir des distinctions. Donc bon, c'est le premier parvenu à le savoir. Donc l'assurance, c'est une chose, l'assistance, c'est autre chose. Oui. Ça n'a rien à voir. C'est autre chose. Et généralement, les compagnies d'assurance, les assureurs avec les assisteurs qui sont distincts, sont 2 sociétés anonymes distinctes, ils créent des conventions. Ils créent des conventions entre elles en disant, monsieur l'assisteur, je vais vous donner tant % de mon chiffre d'affaires et vous allez assister mes clients. Vous voyez ce que je veux dire? Ils se mettent d'accord pour une participation de tant % du chiffre d'affaires, et l'assureur, qu'est-ce qu'il met dans sa police à lui? Si vous avez des pépins, si vous avez des problèmes, contactez l'assisteur, la société Intel, que je nomme pas, qui va vous s'occuper de vous. Il va pas vous indemniser. L'assisteur n'indemnise pas. Non, il n'indemnise pas. Il ne dédommage jamais. L'assisteur, qu'est-ce qu'il fait? Il sauve l'assuré qui se trouve dans une situation difficile. Je prends un exemple, comme ça vous allez mieux. C'est plus. Oui, voilà. Autre chose. L'assureur, sachez, messieurs, dames, l'assureur ne vous aidera jamais, ne s'occupera jamais de vous. Je donne un exemple. Moi, je parle jamais dans le vide. Oui, voilà, il y a 2 exemples. Il faut des exemples frappants à la marocaine pour comprendre des choses. L'assureur ne vous aidera jamais, ne vous sauvera jamais. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'indemniser, c'est de dédommager. Par contre, l'assisteur, qu'est-ce qu'il fait? Il ne vous dédommagera pas. Il ne vous indemnisera pas. Il vous sauve des situations précaires, situations difficiles. Je prends un exemple
Quelques exemples très simples. Je suis à Paris, je mets ma voiture quelque part, les Champs-Élysées, avec ma femme, nous retournons 1 heure après, on l'a piqué, plus de voiture. Oui. J'ai la garantie vol. Je téléphone à mon assureur, monsieur l'assureur, voilà, ma voiture, on me l'a piqué ce matin, on me l'a volé. J'ai déposé plainte auprès des autorités locales parisiennes. J'ai la plainte, je vous avise. Faites quelque chose. Savez-vous qu'est-ce qu'il va me dire? Oui. Mais je vous connais pas, monsieur. Regagnez Casablanca, vous êtes Casablancais. Vous m'avez, je vais vous nommer, donnez-moi des papiers, je vais nommer un expert pour estimer la valeur vénale de la voiture, et dans 15 jours, 20 jours, 1 mois, je vous indemniserai. J'estime... Mais monsieur, je suis à Paris. Mais vous ne m'intéressez pas, monsieur. Que voulez-vous que je fasse si vous êtes à Paris? C'est pas mon problème, moi. Mon problème, moi, vous m'avez payé à Casablanca, eh ben, je vous payerai à Casablanca. Vous voyez le problème? Il ne pourra rien faire pour moi. Ce n'est pas son rôle. Il n'est pas outillé. Il n'a rien. Par contre, à la fin, il me dit, mais écoutez, j'ai mon cousin, mon frère, si vous voulez, société Intel d'assistance, avec laquelle j'ai fait une convention. Adressez-vous à cette assistance, à cet assisteur, lequel va s'occuper de vous. Dans quel sens? Est-ce que c'est toujours la même prestation, c'est-à-dire à savoir une mission de dédommagement, parce que quand on perd non, c'est pas un dédommagement. Non, alors, non. Oui. Je téléphone, comme a dit mon assureur, qui ne peut rien faire pour moi. Oui. Il n'est pas. D'ailleurs, il n'est pas du tout outillé. Il n'a ni ambulance, ni avion, ni rien du tout, Je contacte l'assisteur. Monsieur l'assisteur, voilà, je suis assuré auprès de la compagnie Intel. Oui, voilà ce qui m'est arrivé. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, l'assisteur? Lui, il ne va pas me dédommager. Il ne va pas me donner 200 000 dirhams à Paris pour acheter une autre voiture. Non, pas du tout. Ce n'est pas son rôle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me dire, monsieur, vous voulez regagner Casablanca? Oui. Mais je ne suis pas seul, je suis avec ma femme. Pas de problème. Je vous donne un billet, Paris-Orly, Charles de Gaulle, pour Noisseur. Et monsieur, mais une fois, monsieur Rchidi, vous êtes à Noisseur, c'est terminé. Je vous connais pas, je vous ai sauvé. C'est le rôle de l'assureur. Allez voir mon copain, mon frère, appelez-le comme vous voulez, mon cousin, la compagnie qui, elle, va vous indemniser. Il va me donner les billets, je vais venir à Casablanca. Dès que je mets mes pieds sur le tarmac du Noisseur, le rôle de l'assisteur est terminé. Et à ce moment-là, je vais voir mon assureur en disant, voilà, grâce à votre cousin, votre ami, tout ce que vous voulez. Bon, c'est une idée, c'est une image. Oui, maintenant, c'est un payez-moi. Il me dit, ok, donnez-moi les papiers. Je vais lui donner les papiers, la carte grise, la vignette, tout ça, qui va les confier à son expert, lequel expert va estimer la valeur vénale. C'est la valeur sur le marché. La valeur vénale à temps, il va me payer moins 5% de franchise. Donc l'un indemnise, l'autre sauve la situation. Et chacun, son rôle est bien déterminé. Bien déterminé, tout simplement. Mais est-ce qu'il peut y avoir des cas critiques, des cas particuliers, notamment lorsque, est-ce que l'assureur, en définitive, peut, dans certaines situations, se porter au secours de son client, en termes, je ne sais pas, d'aide, ou en tout cas de prestations qui sont au-delà parfois du dédommagement? Non. Jamais, c'est pas sa vocation. Un assureur n'a pas vocation pour sauver son client. Il n'est pas fait pour ça. Les conditions générales sont claires. Je vous indemnise. Je vous dédommage. Voilà. Je vous paye en espèces ou par chèque parce que votre voiture a été volée. Elle a pris feu. Vous vous êtes renversé en tierce. Votre pare-brise a éclaté. Je vous paye en bris de glace. Mais monsieur, je vous connais pas, moi. Je vous connais à Casablanca. J'ai souscrit une police à Tanger. Je vous connais à Tanger. J'étais allé chez mon agent à Tanger, qui me représente, je sais pas, allez le voir, il va vous indemniser. Mais là où vous êtes, vous ne m'intéressez pas, c'est pas mon problème. Je vous donnerai ni billet d'avion, ni rien du tout. C'est ça son rôle. Vous voyez ce que je veux dire? Il dédommage. Il indemnise. Sauf dans le cas d'une garantie un peu spéciale qu'on appelle la garantie défense et recours. Défense et recours. Qui n'est pas stipulé sur tous les contrats. Oui, voilà, il est stipulé, il n'est pas obligatoire. Oui.
Bon. Dialectal, je dis ça exprès pour que les gens comprennent. Défense, oui. Bon, c'est la garantie défense-recours. Alors, la garantie défense-recours, elle est un peu spéciale. La défense, il y a 2 garanties en une. La défense, quand mon client a causé un accident, il a fait une bêtise, il a fait une faute grave. À ce moment-là, le procureur du roi va engager des poursuites contre mon client. Oui. Le procureur du roi. C'est Wakil Malik. Oui. Va engager des poursuites pénales contre mon client et il risque gros. Il risque la tôle, la prison, forte amende, tout ce que vous voulez. Et mon client, il dit help. Oui. Caution. Non, pas la caution. Oui. Non, la caution n'est jamais réglée. Non, pas question, pas la caution. Il dit attention, je suis dans de beaux draps, sauvez-moi. C'est à ce moment-là, oui, je constitue un avocat, mon avocat, moi, l'assureur, disant allez voir mon client qui devient inculpé, Moutaham, essayer de sauver la situation, plaider l'affaire devant les tribunaux pour que, Allah, au lieu de 6 mois, soit 3 mois, etc. Là, il peut lui venir en aide, on constitue. Mais en dehors de ça, le vol, l'incendie, la tierce, la dommage collision, tout ça, mais l'assureur me dit, monsieur, je ne peux rien faire pour vous, donnez-moi la voiture qui a pris feu, qui a été volée et retrouvée, il va être examiné par mon expert pour me dire quelle est sa remise en état ou sa réforme, si jamais elle n'est pas réparable dans les meilleures conditions. Donc je pense que là, on a fait le tour de toutes les, tous les cas particuliers. Bon, il y a une seule exception dont vous avez parlé à l'instant, mais pour aborder un autre volet, un volet qui intéresse tout particulièrement aujourd'hui les Marocains, c'est la saison estivale, notamment c'est la saison aussi des voyages, donc voyages à l'intérieur du Maroc notamment. Et donc la question qu'on peut se poser avant de prendre des routes, est-ce qu'il y a, avant de voyager à l'intérieur du Maroc notamment, bon pour le tourisme intérieur, est-ce que les assurés doivent prendre des dispositions un peu particulières? La seule disposition qu'ils doivent prendre en considération, c'est l'état mécanique de la voiture. Ce n'est pas d'assurance, ça n'a rien à voir avec l'assurance. Il appartient à nos concitoyens de faire vérifier leur voiture. Il va aller à Oujda, Cabo Negro, c'est la première chose qu'il faut faire. L'état des pneus, du moteur, tout ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a un lien avec l'assurance, notamment lorsque ça diminue en rien la responsabilité ou non? Absolument. Un conducteur qui vérifie en amont et un conducteur qui ne vérifie pas en amont, c'est la même chose pour l'assureur. Cela n'a aucune influence vis-à-vis de l'assurance. C'est purement personnel. Donc, il a intérêt à le faire. Évidemment. Il a intérêt. Si ça permet d'éviter d'abord, faire vérifier l'état de sa voiture. L'état de sa voiture. Les pneus sont à plat, je sais pas moi, complètement. Il n'y a plus de il y a des risques de crevaison évidents. De crever, etc. Donc, l'état des freins, ce qu'on appelle la sécurité active, il vérifie la sécurité active. Est-ce que sa voiture il peut voyager avec. Bon, mais ça c'est pas de l'assurance. C'est pas de l'assurance. Et c'est tout. Il n'a rien à dire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que l'attestation qui a été délivrée par son assureur, l'attestation qui lui a été délivrée par la police, ainsi que les conditions des autres garanties, tierces, vol, incendie, bris de glace, PTA, etc., sont valables sur tout le territoire marocain. Que sa voiture soit volée à Tanger, à Dakhla, qu'il prenne feu à Oujda, ou à Ifran ou n'importe où, c'est couvert. C'est le territoire marocain. Donc, je n'ai rien à dire à mon assureur avant de partir. Pourquoi je n'ai rien à lui dire? Je suis assuré sur tout le territoire. Sur tout le territoire. La loi s'applique partout. Partout. Point barre. Donc, je n'ai pas à la visite. Ce n'est pas le cas quand j'envisage de voyager à l'étranger.
Alors là, c'est Il y a une des autre- dispositions particulières. On abordera Oui, voilà. ce cas particulier un peu plus tard, mais juste pour faire le tour tout d'abord de cette première question, lorsqu'il y a un voyage, tourisme intérieur en tout cas, il y a lorsqu'on a un sinistre dans une ville lointaine quelque part au Maroc, est-ce que comment se comporter tant vis-à-vis de l'assisteur, puisque vous avez fait cette distinction, que vis-à-vis de l'assureur. Pour celui qui subit, qui connaît, ce drame-là, ou en tout cas qui est victime ou qui est en face d'une situation, un cas de sinistre tout simplement. Alors, là, c'est une autre chanson. Oui. C'est autre chose. Je n'ai pas le droit de quitter le Maroc sans des choses très importantes. Très importantes. D'abord, mon attestation qui m'a été délivrée par mon assureur ne vaut rien en dehors du territoire marocain. La police espagnole, je lui montre l'attestation, il me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je ne connais pas, moi. Où est-ce que je veux dire? Donc, il ne vaut rien. Il n'est valable que sur le territoire marocain. Je dois impérativement demander à mon assureur conseil, agent courtier ou ma compagnie d'assurance, un document très très important qu'on appelle la carte verte. Donc, c'est quoi la carte verte? Eh ben, c'est un document officiel qui démontre que je suis assuré en responsabilité civile, que j'ai payé une prime responsabilité civile. Elle coûte 500 dirhams. Et dans cette carte verte, il y a les pays que je peux visiter et dans lesquels ma responsabilité joue. Je suis à Berlin, je tue un piéton, eh ben, c'est comme à Casablanca. Il appartient Et là, c'est souvent une affaire de convention. Internationale. Oui. C'est la convention interbureau. On appelle la convention interbureau. Oui. Eh ben, mon assureur doit, c'est une obligation, se substituer à moi et payer les ayants droit de ce piéton que j'ai tué. Donc, ma responsabilité civile joue en dehors du territoire marocain. Ça, c'est la première chose. Mais ça, c'est l'assurance. Oui. Mais je dois impérativement, un homme averti, en vaut deux. Ah oui. Et faire l'assistance, payer l'assistance en dehors du Maroc. Vous voyez ce que je veux dire? En disant, attention. Parce qu'il y a d'autres frais qui se rajoutent, effectivement, d'autres. Je suis à l'étranger. Je ne suis pas chez moi. Je peux tomber malade, je peux me renverser, on peut me piquer ma voiture, tout ce que vous voulez. Je peux avoir des problèmes. N'importe où, en dehors du territoire marocain. Oui, tout à l'heure, de premier abord, j'avais abordé la question qui concernait le tourisme à l'intérieur du pays, à l'intérieur du Maroc. Lorsqu'on est confronté à un cas de sinistre, vous avez évoqué deux acteurs, l'assureur et puis l'assisteur. Et comment se comporter vis-à-vis de ces deux parties lorsqu'on connaît un sinistre au Maroc? Vous avez dit que la loi marocaine était applicable partout sur le territoire, mais est-ce qu'il y a une attitude à avoir, en tout cas des choses à avoir en tête lorsqu'on connaît ce genre de situation? Oui. Bon, généralement, heureusement, pour les accidents survenus au Maroc, généralement, on n'a pas besoin de l'assisteur. D'accord. On n'a pas besoin d'assisteur. La voiture a été volée, j'ai un accident, il a pris feu, bris de glace, tout ce que vous voulez. Oui, même si on est en dehors de la ville, c'est pas un problème. Je déclare pour le vol dans les 24 heures, très important. Les experts atlantiques. Posez vos questions au 05 22 95 36 80. 05 22 95 36 80. Bader Saoudi. De retour sur le plateau des experts, il est 11h10. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Vous pouvez nous appeler au 05 22 95 36 70 ou 80 pour intervenir dans votre émission, témoigner, poser vos questions. Nous parlions tout à l'heure d'une question un peu particulière, comment réagir lorsqu'on est confronté à un sinistre, lorsqu'on est dans un cas de sinistre, mais bon, à l'intérieur du Maroc, lorsqu'on voyage, lorsqu'on prend la route, etc., il y avait différentes choses à savoir, une attitude à avoir, et puis un esprit également à avoir, et nous avions à ce propos l'éclairage de notre expert avec nous aujourd'hui dans cette émission. Je vous laisse aussi poursuivre
poursuivre cette réflexion que vous aviez amorcée. Et je rappelle, par ailleurs, que vous pouvez aussi poser vos questions sur la page Facebook des experts atlantiques. Comme ça, on pourra également interagir avec vous et répondre à ces questions-là. Oui, volontiers. Mais parfait. Donc nous étions sur cette question, sur le fait de savoir comment on pouvait réagir quand on connaît un cas de sinistre dans les frontières marocaines. Et puis il y avait effectivement plusieurs acteurs dans ce cas de figure, les assisteurs et puis les assureurs. Et puis il y avait une attitude à avoir lorsqu'on est confronté à cette situation-là. Oui, alors je disais que heureusement sur le territoire marocain, la majeure partie des sinistres, quels qu'ils soient, vol incendie, bris de glace, RC, tout ce que vous voulez, on ne fait pas appel à un assisteur. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. C'est souvent en dehors des frontières marocaines qu'on en a plus besoin. Là, c'est différent. Oui. Au Maroc, on a un accident, on fait un constat amiable, on fait un PV de police et l'affaire est close. Oui, ma voiture est volée, j'avise mon assureur dans les 24 heures, je dépose plainte dans les 24 heures, il me nomme un expert et il m'indemnise, moi, la franchise, la tierce, etc. Et la durée, en général, elle est de combien de temps? Pour déclarer non seulement pour déclarer, mais pour avoir une indemnisation, parce que vous aviez sollicité... Juste. Alors, pour déclarer, il y a 2 délais impératifs. En ce qui concerne le vol, que ce soit vol d'une voiture, cambriolage dans une usine ou villa, 24 heures, c'est le délai impératif. L'assuré doit aviser les autorités locales dans les 24 heures. En agglomération, c'est la police judiciaire. Hors agglomération, en race campagne, si vous voulez, je vais dire. En race campagne, c'est la gendarmerie. Et en même temps, aviser mon assureur par écrit, pas par téléphone, pas par email. Pour qu'il y ait une trace. Oui, absolument. Traçabilité. Je avise, monsieur, voilà, j'étais victime d'un vol, etc. C'est-à-dire par écrit, parce que... Alors, il y a 3 manières. Voilà. Il n'y a pas 36. On va aller dans les détails pour qu'on ait toutes les informations. Voilà. Il y a 3 manières, il n'y a pas 36 manières. Il faut que les gens le sachent. D'abord, par lettre recommandée. Ou lettre recommandée AR. Ishar Bitawassul. C'est un carton orange. Ou lettre recommandée main. Ça veut dire, je déclare à l'agent courtier ou à la compagnie, on lui dit, voilà l'original, monsieur, mettez-moi votre cachet d'acteur sur la copie. Là, 3 manières de déclarer à mon assureur. C'est plus facile en ville qu'à la campagne. Par la poste, lettre recommandée. D'accord. Lettre par la poste, lettre recommandée ou lettre recommandée. AR, monsieur le directeur général de la compagnie d'assurance rue, ceci, cela, l'affaire est close. Mais je garde toujours les doubles, les copies. Parce que si jamais il faut qu'il y ait une trace. Elle part, je sais pas moi, quelque part, c'est pas mes oignons, c'est pas mon problème. Monsieur l'assureur, je vous ai avisé, voilà la copie, voilà le cachet de la poste qui fait foi. Alors ça, c'est en vol. On vole 24 heures. En dehors du vol, le reste, c'est la RC. Quelqu'un m'a heurté, j'ai heurté quelqu'un. L'incendie. Je me suis renversé, la tierce, la dommage collision, la PTA, personne transportée automobile, bris de glace. Toutes ces garanties-là, dites optionnelles ou facultatives, j'ai un délai de 5 jours pour déclarer à mon assureur. Alors ce délai-là, de 24 heures ou de 5 jours, non compris les jours fériés et les jours ouvrés. Donc on saute les samedis, dimanches, et on saute les jours fériés, à ils n'existent pas, on les saute tout simplement. Et pour justement poursuivre dans cet exemple où on est confronté à ce cas de figure, on va supposer un instant que le client n'a pas d'argent pour réparer sa voiture. Bon, il ne s'agit pas de vol, mais plutôt d'accident ou disons de difficultés techniques. Il n'a pas d'argent pour réparer sa voiture ou pour se faire soigner auprès d'un centre hospitalier. Que doit faire son assisteur? Bon, vous nous avez dit aussi qu'il y avait une distinction à faire entre les voyages à l'étranger et les voyages au Maroc, même si souvent on n'a pas besoin d'assisteurs au Maroc. Mais bon, on va prendre un peu tous les cas de figure pour aborder les uns après les autres. Heureusement, ce cas-là, il a été invoqué par les assureurs. Ils ont trouvé des solutions. Pas tous les assureurs.
Donc il s'agit de faire attention aux clauses, aux contrats. Pour revenir au concept. Il faut choisir les meilleurs. Il faut choisir les meilleurs. C'est ce que je disais avant. Il faut se renseigner, surtout. Ne confiez pas votre panier d'œufs à un seul assureur. Voyez à droite et à gauche, consultez, etc. Donc, certains assureurs, ils ont créé ce qu'on appelle des garages conventionnés. Comme ça, comme quoi, ils peuvent, moyennant une prise en charge, ils peuvent réparer les voitures des assurés. Les assurés n'auront rien à payer. Ils n'auront pas à prendre en charge les frais de réparation, mais ils vont payer des franchises, par un montant, ou bien la vétusté, le qdomia. Ça, c'est formidable. Et s'il y a un assisteur, au Maroc, l'assisteur, il peut, dans certaines conditions, avancer les fonds. Il n'indemnise pas. Attention. L'assisteur n'indemnise jamais. Il ne dédommage jamais. Il peut avancer les fonds jusqu'à une certaine somme, moyennant une décharge, et l'assuré doit restituer ce montant-là dans les 3 mois. Une fois indemnisé ou se débrouille. Oui, parce qu'effectivement, c'est un peu le but, puisqu'il s'agit souvent de dépenses exceptionnelles. Nous avons une question sur notre page Facebook, Les Experts Atlantiques. Selma Selimani qui nous demande pourquoi on ne peut pas... Bon, on abordera plus en détail cette question des voyages à l'étranger, puisque beaucoup de nos auditeurs voyagent à l'étranger, et plus généralement les Marocains voyagent de plus en plus à l'étranger. Bon, il y a Selma Selimani qui nous demande pourquoi on ne peut pas résilier l'assurance voyage après un refus de visa. Oui, mais ça, c'est le côté commercial. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un problème commercial. C'est la politique de souscription des assisteurs. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des assisteurs qui disent... C'est pour cela, ne choisissez pas n'importe qui. Il y a des assisteurs qui disent, écoutez, en cas de refus de visa, je n'ai pas à vous restituer les 400 dirhams ou 800 dirhams. C'est fait. Ce qui est fait, je les en. C'est souvent une question de clause dans le contrat, donc il s'agit de se renseigner. Au début, ne signez rien. Mais ce que je dis, ne signez rien. Vous voyez ne donnez pas de sous, ne donnez pas d'argent. Il faut savoir les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez affaire à qui? Heureusement, il n'y a pas un seul assisteur. Heureusement. Faites jouer la concurrence en votre faveur. Alors il y a d'autres assisteurs, bon, c'est une politique de souscription. Si jamais vous n'arrivez pas à obtenir le visa, je m'engage à vous restituer le montant de la prime. Alors là c'est un problème commercial qui regarde chaque assisteur. D'accord, donc là, vous avez dit, bon, le point clé que je retiens de votre réponse, c'est faites jouer la concurrence en votre faveur, c'est-à-dire renseignez-vous sur les différentes propositions. Heureusement pour nous. D'accord. La concurrence, il a 2 intérêts très très formidables, 2 choses. D'abord, il fait baisser les prix. Il fait baisser les prix. Il n'y a pas un seul qui a le monopole. Il y a des tas d'assureurs, des tas d'assisteurs. Et deuxièmement, il y a une concurrence vraiment farouche entre ces assureurs et ces assisteurs qui offrent qui cherchent par tous les moyens à faire les meilleures offres, les meilleures prestations. Peut-être y a-t-il une histoire des assurances à écrire, en tout cas pour voir et pour remarquer, pour disons évaluer l'évolution de ce secteur au Maroc depuis des dizaines et des dizaines d'années. Pour aborder plus de front cette question des voyages à l'étranger, l'assurance, nous avions fait cette distinction au départ. Donc, si avant de voyager à l'étranger, à quoi doivent faire attention les assurés? Est-ce qu'ils doivent prendre des dispositions particulières avant de s'engager, enfin de voyager à l'étranger, notamment, bon, ce qui concerne le thème d'aujourd'hui, qui est les assurances. Et bon, je fais à nouveau ce rappel. Vous pouvez nous. D'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, d'abord une question personnelle. Faites revoir votre voiture, l'état mécanique de votre voiture. Est-ce que cette voiture-là, vous envisagez aller à Amsterdam? Est-ce que en cours de route, elle ne risque pas de chauffer? N'est-ce pas, il y a des problèmes. Oui, cette première question qui est un préalable. Voilà. Deuxièmement, il faut coûte que coûte avoir la carte verte,
qui coûte 510 dirhams. Cette carte verte, elle démontre que vous êtes assuré auprès d'un assureur marocain en responsabilité civile, en Espagne, en Hollande, en Belgique, etc., etc. Ce sont deux choses les plus importantes. Le reste, ça dépend de vous, tout simplement. Oui. Et sur cette question plutôt technique, la carte verte peut-elle faire double emploi avec l'attestation d'assurance, puisque vous aviez évoqué cet aspect-là? C'est la même chose. La seule différence, c'est que l'attestation, elle est géographiquement parlant et se limite sur le territoire marocain, au territoire marocain, alors que la carte verte, c'est la même chose, c'est la RC, mais en dehors de... Et s'il fallait définir plus exactement ce que cela veut dire, s'il fallait définir un peu le rôle ou, disons, la carte verte, quel rôle a-t-elle? Est-ce qu'elle fait, par exemple, état de l'existence des garanties dites annexes ou optionnelles, ou bien il faut regarder plus dans le détail? Alors, pour les garanties optionnelles, ça n'a rien à voir avec la carte verte. D'accord. La carte verte ne fait nullement allusion aux garanties annexes ou optionnelles. C'est uniquement la RC. Par contre, les garanties dites annexes, vol, incendie, tierce, bris de glace, défense sur recours, etc., ils figurent dans les conditions générales et particulières de la police. Quand j'ai souscrit une police, mon assureur, il a mis dans les conditions particulières, vol, 200 000. Oui. Incendie, 200 000. Bris de glace, 20 000. Ces garanties-là, elles sont valables non seulement sur le territoire marocain, mais dans plusieurs pays dans le monde. Pas tous les pays. Nous en parlions tout à l'heure, c'est une affaire de convention. Vous nous avez de convention, absolument. Pas tous les pays. Je vais au Vietnam, j'ai l'incendie. Bon, bien monsieur, moi, je connais pas le Vietnam, moi. Je suis au Thaïlande, ma voiture a été volée. Ben, monsieur, moi, je connais pas Thaïlande. Est-ce qu'on peut dire qu'avec l'Europe, il y a un lien privilégié avec d'autres continents? Oui. Le Schengen, la carte verte, il joue également, voilà, dans tous ces pays. Et même plus, en Russie, en Roumanie, en Bulgarie. Le Moyen-Orient? Moyen-Orient, alors ça, c'est une autre carte. Ce n'est pas la carte verte, c'est la carte orange. La carte orange, vous allez, je sais pas moi, en Égypte, au Moyen-Orient, et vous voulez aller avec votre voiture. Peut-être même en Afrique, je ne sais pas. Oui. Il y a une autre carte, qui vous est délivrée. Le problème, c'est un problème politique. Oui. C'est que à Oujda, Joujbral, nos chers voisins ont fermé la frontière. À leur détriment d'ailleurs. À leur détriment. Nous, on n'a pas besoin d'eux. Ce sont eux qui ont besoin de nous. Il n'y a plus de passage. Ni dans ce sens, ni dans l'autre sens. Ce qui fait, on ne délivre plus la carte orange. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, si jamais demain, après-demain, on ouvre les frontières et on va chez les voisins et eux, ils viennent chez nous, à ce moment-là, ils vont commencer à réclamer les cartes orange et qui couvrent la responsabilité civile de nos concitoyens en Algérie, en Tunisie, etc. Parfait. On rappelle que vous pouvez nous appeler au 05 22 95 36 70 ou 80 pour intervenir dans votre émission, poser vos questions. Également sur la page Facebook des experts où vous pouvez également intervenir et vous poser vos questions. Mais tout d'abord, je voudrais, disons toujours dans ce même cas de figure, des voyages à l'étranger, notamment pour ce qui concerne une autre catégorie, les MRE, qui viennent au Maroc. Est-ce qu'il y a des dispositions qu'ils doivent prendre en particulier avant de venir au Maroc? Puisqu'il y a effectivement un volet qui est intéressant à éclaircir, puisque c'est une population qui n'est pas à négliger, notamment qui vient au Maroc. Très bonne question. Il faut voir les choses à l'inverse. Oui. Tout simplement. Nos MRE, ou bien les touristes. Oui. Les touristes. Français, Hollandais, Belges, etc. En MRE, ils veulent venir au Maroc. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent le faire qu'avec la carte verte de leur pays respectif, d'origine. Un Français, un MRE qui habite en France, ou un touriste français ils veulent visiter le Maroc, marhaba, avec un grand plaisir, bien sûr, nous sommes une terre d'accueil, nous. Et c'est fierté. Nous sommes une terre d'accueil. Des migrants et d'immigration, les deux. De tout ce que vous voulez. Bon, oui, heureusement, c'est tout à notre honneur. Ils ne peuvent le faire qu'à une seule condition, d'avoir la carte verte
espagnole, hollandaise, belge, délivrée par les assureurs européens, dans laquelle il y a MA. Attention. Oui. Dans laquelle il y a Air France, FL Finland, English, etc. et MA. Cela veut dire Maroc. Cela veut dire que ces assureurs-là, hollandais, belges, ils admettent que leur responsabilité civile joue au Maroc. Alors certains assureurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont barré MA. Alors qu'est-ce qui se passe? Oui. Ils ne reconnaissent pas leur responsabilité civile pour un accident survenu au Maroc. Alors attention. Il faut faire attention à cette clause-là. Attention, warning, je tire la signal d'alarme pour nos MRE, j'espère qu'ils m'écoutent, nos MRE et les touristes, ils viennent vérifier que MA y est. Sinon, passez votre chemin, cherchez quelqu'un d'autre. Un autre assureur, lequel assureur reconnaît sa responsabilité au Maroc. Il reconnaît sa garantie joue pour les accidents survenus au Maroc. Et pour faire un peu le tour aussi des autres cas de figure, oui, j'ai oublié de dire une précision à faire. Précision très importante. Supposons, ces MRE ou ces touristes n'ont pas la carte verte. Alors, en nos territoires, on va les empêcher. Vous avez précédé la question que j'allais vous poser. D'accord. Ils doivent se munir d'une attestation normale marocaine qui s'appelle l'assurance frontière. D'accord. Assurance frontière. Alors, nos autorités à nous, à Ceuta, par exemple, Lilia, etc. Quelle est sa durée? Bon, peut-être faut-il aussi définir et puis donner toutes les informations sur ce que c'est. De 2 jours à 3 mois. D'accord. De 2 jours jusqu'à 3 mois. Bon, donc, il se trouve que l'été dure, 3 mois, même pour les professeurs, maximum. Donc, voilà, on peut dire que la durée est large. Exactement. De 2 jours, il y a des Espagnols qui viennent, je les ai vus, au Tétouan, pour déjeuner et retourner. C'est comme ça. Alors, 14 km, ça aide. Oui. Alors, il faut des attestations, pour 2 jours. Moyennant une petite somme modique d'assurance, ils viennent à Tétouan, ils font un shopping, ils déjeunent là-bas, c'est pas une dorment, et le lendemain ou le surlendemain, ils reviennent à Ceuta. Donc à partir de 2 jours à 3 mois. D'accord. Et nous aborderons effectivement également cette question des assistances à l'étranger. Bon, est-ce que le produit d'assistance qui est accordé d'office par les assureurs et que nous venons d'analyser, tout à l'heure dans cette première partie d'émission, est-ce que c'est valable également à l'étranger? Non. La plupart de l'assistance qui est offerte par les compagnies d'assurance n'est valable qu'au Maroc. D'accord. Pas question en Europe. Uniquement au Maroc, la plupart, à part 1 ou 2 compagnies. C'est pour cela, quand on veut voyager à l'étranger, on doit impérativement souscrire un contrat d'assistance auprès d'un assisteur au Maroc. Alors il y a 2 genres, généralement il y a 2 genres de contrats. Il y a des contrats qui sont limités à l'espace Schengen. Uniquement l'espace Schengen. On n'avait pas à aller sur Russie, en Roumanie ou je sais pas moi. L'espace Schengen. Et il y a une autre qui est valable dans le monde entier. Le monde entier, elle est valable dans le monde entier, sauf l'Arabie Saoudite au moment de l'Hajj. D'accord. Non, au moment de l'Hajj, elle n'est pas valable du tout. Mais en dehors de pèlerinage, elle est valable en l'Arabie Saoudite et dans le monde entier. Que vous soyez au Vietnam, à Hong Kong ou à Taïwan, je sais pas moi, il y a un pépin, l'assisteur s'engage à rapatrier le corps en cas de décès, ou la voiture, ou tout ce que vous voulez. Les experts atlantiques. Posez vos questions au 05 22 95 36 80. 05 22 95 36 80. Bader Saoudi. Dernière partie des experts aujourd'hui. Si vous venez de nous rejoindre, on parle assurance aujourd'hui avec Si Abdelaziz Rachdi. Vous pouvez nous joindre, nous poser vos questions ou témoigner tout simplement au 05 22 95 36 70. Au 80, nous parlions tout à l'heure des cas de figure où les citoyens marocains pouvaient partir à l'étranger. Nous parlions des différentes souscriptions, des différentes dispositions
à une mesure à prendre relative à l'assurance, mais nous voulions également vous dire que vous pourriez aussi intervenir sur la page Facebook des experts. Et puis il y a d'autres cas de figure que nous pourrions aborder tout à l'heure. Mais avant d'aborder ces autres cas de figure, nous voulions tout d'abord approfondir cette réflexion que nous avions amorcée, notamment relativement au cas de figure qui est celui des Marocains qui partent à l'étranger. Nous parlions notamment d'assistance, et puis nous posions la question de savoir est-ce que la même compagnie d'assurance auprès de laquelle nous sommes assurés, est-ce qu'il faut souscrire à un contrat d'assistance auprès de cette même compagnie d'assurance? Et puis il y avait effectivement d'autres questions à aborder, mais en particulier celle-là. Oui, il faut coûte que coûte avoir une assistance, parce que ce serait hasardeux, je dis bien hasardeux, de voyager en dehors du Maroc sans assistance. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est souvent exigé. Parfois, il est exigé. Oui. Certains pays exigent, ils ne vous donnent pas le visa si vous n'avez pas. Voilà. Certains pays, pas tous les pays. Si vous n'avez pas l'assistance. Donc, ce serait même, en dehors abstraction faite de ce volet-là, ce serait vraiment hasardeux d'aller à l'étranger, sans assistance. À l'étranger, tout peut arriver. Tout peut arriver. Et si on va avec une voiture, il faut la carte verte. Oui. Obligatoirement. Comme ça, notre responsabilité civile joue dans plusieurs pays du monde. À l'inverse, les gens qui viennent au Maroc doivent eux aussi, qu'ils soient MRE ou touristes, doivent eux aussi être dotés de cette carte verte de leur pays respectif. Et bien, si jamais ils l'ont pas, la frontière, on va refuser à ce qu'ils entrent avec leur voiture. Donc, la laisser à la frontière. À moins, ils souscrivent une police marocaine, qu'on appelle l'assurance frontière, qui couvre leur responsabilité civile pour les accidents survenus sur le territoire marocain. Oui. Est-ce qu'il y a plusieurs sortes d'assistance qui sont proposées par les sociétés d'assistance marocaines? Est-ce qu'il y a différentes offres pour s'adapter un peu aux différentes exigences parfois des citoyens marocains qui veulent partir à l'étranger? Oui, juste. Les assisteurs ne se ressemblent pas. Il y a des assisteurs qui sont très forts, d'autres moyennement forts, etc. Et la plupart, concernant les polices, il y a toute une panoplie de polices, attention, toute une panoplie, des tas d'offres. Mais les deux qui sont souvent utilisés pour nous, d'abord, le contrat pour les pays Schengen. Oui. Alors, vous allez uniquement dans les pays Schengen, ça coûte 3 fois rien, 400 dirhams, vers les 400 dirhams, et vous couvre. Il y a d'autres qui vont aller plus loin. Aux États-Unis, je sais pas moi, au Canada, ou l'Extrême-Orient. Alors là, cette police-là, il ne joue pas. Il faut avoir une autre police qui couvre nos concitoyens un peu partout dans le monde, sans problème. D'accord, donc il y a effectivement cette distinction à faire entre les régions que l'on compte visiter, les pays en particulier. Juste. Est-ce que ces polices d'assistance offrent plusieurs prestations en faveur des clients? Est-ce qu'il y a une différenciation de ce point de vue-là? Oui. Alors ils offrent, je dis, des dizaines de garanties, soit à la personne, assistance à la personne, en cas de décès, en cas d'accident, en cas de maladie, et énormément de garanties concernant l'assistance à la personne elle-même, à son épouse et à ses enfants. Assistance en cas de décès. Je sais pas moi, il est à Taïwan, il meurt. Ouais. Que faire? Son épouse peut dire à l'assisteur, monsieur l'assisteur marocain, rapatrier le corps de mon mari, où il a un accident, suite à quoi il est gravement blessé, ou il décède. L'assistance technique concernant la voiture, soit en cas de panne, soit en cas d'accident. Vous êtes à, je sais pas moi, à Vladivostok, ou je sais pas moi. Dans ce bout de la Russie, alors. Voilà. Oui. La ville la plus extrême en Russie, dans le détroit de Bering. Oui. Ils vont vous envoyer de l'argent, vous prêter de l'argent. Oui. Ils n'indemnisent pas. Restitution après 3 mois, vous Absolument. Les assisteurs n'indemnisent jamais. Ils ne font que aider. Vous envoyez les pièces. Ils ne trouvent pas les pièces là-bas, ils peuvent vous envoyer les pièces. Ou
s'occuper de la voiture pour la faire rapatrier au Maroc. Ou en cas d'accident, il y a assistance juridique, il y a énormément de choses que les assisteurs offrent à leurs assurés. Oui, effectivement, il y a énormément de cas de figure qu'on peut, disons, étudier un par un. Mais juste pour faire un petit pas de côté, puisque c'est la fin de l'émission, on rappelle qu'on est encore ensemble jusqu'à midi. Vous pouvez nous poser toutes vos questions au 05 22 95 36 70 ou 80. Je voulais aborder, disons, un autre volet des assurances. Le marché de l'assurance des animaux de compagnie. Est-ce qu'il connaît depuis quelque temps un second souffle? Vous m'aviez dit en coulisses que ça faisait un certain moment que c'était déjà le cas, qu'il y avait des dispositions à ce niveau au Maroc. Bon, il y a de plus en plus de Marocains qui ont des animaux de compagnie. Est-ce qu'il y a des assurances spécialisées? Et bon, quelles sont les modalités aussi de cette assurance-là? C'est simple. On peut se poser la question. C'est simple. Je recommande vivement à tout le monde. Je dis bien, c'est pas côté commercial. Moi, je joue pas la casquette des assureurs. Non, loin de là. Je fais que conseiller utilement mes concitoyens et concitoyennes. Je leur recommande vivement de souscrire la police dite multirisque habitation. Qu'ils soient propriétaires occupants, propriétaires non occupants ou locataires, peu importe, d'une maison économique, moyen standing, haut standing, d'une villa, tout ce que vous voulez. Parce que cela comprend beaucoup de choses. Quelles sont les raisons qui motivent, vous motivent à prodiguer ce conseil en particulier? Malheureusement, une bonne partie de nos gens qui sont, ils n'ont pas cette police-là. Et le comble, c'est qu'elle commence à partir de 270 dirhams. Imaginez. 270 dirhams, vraiment, c'est une misère. Et les assureurs vous offrent 25, 28 garanties en même temps. Le vol, l'incendie, les dégâts des eaux, le bris de glace, la domestique, si elle se blesse, bien sûr, le cambriolage, l'inondation, énormément de choses, et les animaux domestiques. C'est compris. Voilà. Votre chien, je sais pas moi, vous laissez la porte entrouverte. Pour donner des exemples concrets, oui, ça aide, c'est comme ça qu'ils comprennent. C'est comme ça. C'est comme ça que je vois les choses. Alors, parce que son exemple, on pas comprend très bien. Effectivement. Vous laissez votre porte entrouverte, il y a un cycliste qui passe, et le chien il sort, il le mord. Vous êtes responsable. Monsieur, vous êtes responsable parce que le chien vous appartient. Le DOC, le derrière des obligations et des contrats, est clair. Vous êtes responsable vis-à-vis de cette personne. Et si vous avez la police multirisque habitation qui commence, je dis bien, à 270 dirhams, c'est vraiment rien du tout. Eh ben, l'assureur doit, vous avisez l'assureur dans les 5 jours, l'assureur doit se substituer à vous et en indemnisant le pauvre cycliste qui se trouve hospitalisé ou je sais pas moi. Donc c'est une police vraiment formidable que je conseille vivement à tout le monde. Locataire, copropriétaire. Cela ne dispense pas aussi de vérifier de faire la distinction entre les différentes offres, parce que vous nous avez dit tout à l'heure. Là aussi. Exactement. Il s'agit aussi de faire des distinctions et puis d'étudier dans le détail. Disons au moins, par exemple, le dédommagement, l'ampleur du dédommagement possible, etc. Donc il y a beaucoup de choses aussi à vérifier dans le détail en fonction des différentes offres. Disons plus généralement, ce qui concerne le secteur des assurances, le secteur a réalisé de manière globale de bons résultats, notamment en termes de primes émises en 2017. Ce sont les chiffres les derniers que l'on a. Et puis il y a en particulier un domaine qui connaît un engouement un peu particulier, c'est l'assurance vie. Et la capitalisation qui continue à enregistrer des taux. J'ai vu un taux d'accroissement absolument, disons, étonnant. 19% en 2017, ce qui est considérable. Comment expliquer tout d'abord ce fait? Et puis peut-être en amont, il s'agit aussi de définir, puisque tout le monde n'a pas en tête la définition exacte des termes dont il est question, notamment et en particulier l'assistance vie. Alors l'assurance vie, pardon. Oui, il y a une chose qui vraiment me fait énormément plaisir, c'est que nos concitoyens s'intéressent de plus en plus. Oui. C'est le Marocain et la Marocaine que nous avons maintenant
ce n'est plus le Marocain et les Marocaines, voilà à peine 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il y a une prise de conscience, c'est formidable. Il y a une prise de conscience des gens qui pensent à leur avenir. Ils disent, monsieur, j'aurai je citerai pas les noms, j'aurai une retraite de misère. Pas question. J'ai un train de vie, je vis bien, et un jour, je sais très bien qu'à mes 60 ans... Je veux quand même maintenir, et donc je prends des précautions. On va me dire, monsieur, vous étiez un bon élément, maintenant vous avez 60 ans et un jour, au revoir. Et du jour au lendemain, c'est la chute libre. C'est la chute libre. Non, je ne veux pas de ça. Ou bien, il y a des gens qui disent, écoutez, moi, je travaille, ma femme, elle est bien avec moi, mes enfants, les douma, comme on dit nous en arabe. Mais, l'Amar biedillah. Amar biedillah. Pas question. Bien prévu, ouais. Je vais mourir demain. Et on en revient peut-être à cette définition du départ, mettre de l'ordre, ou mettre de la stabilité. Oui, rendre sûr, rendre stable. Absolument. Non, je fais faire une assurance et laisser un pécule à ma femme et à mes enfants si jamais je meurs. Expliquez concrètement. Il y a différents types d'assurance vie. Quelles sont ces assurances vie et quelles sont les modalités de cette assurance vie pour que l'on soit tout à fait concret à ce propos? Alors, grosso modo, c'est ma spécialité d'ailleurs parmi d'autres. Il y a 3 choses en assurance vie. Il n'y a pas 46. Oui. Il y a 3 choses. D'abord, les assurances en cas de survie ou de capitalisation. C'est comme ça qu'on l'appelle. Oui. L'assurance en cas de décès et la mixte. Je m'explique. L'assurance en cas de survie ou de capitalisation. Et Naya, je suis un peu égoïste. Oui. Oui. Je suis égoïste. C'est pas le cas, hein, c'est pas vrai. Je suis égoïste. J'ai dit je ne pense qu'à moi. Je m'en fous de ma femme, je m'en fous des enfants, je m'en fous de tout le monde. C'est pas le cas. Pour que les gens comprennent. Et je pense à moi à mes 60 ans. Et j'aimerais bien, à partir de mes 60 ans, 30 000 dirhams par mois, une rente viagère de 30 000 dirhams. Et je paie, c'est ce qu'on appelle capital différé. C'est une police parmi tant d'autres. Je paie des cotisations à mon assureur, et une fois à 60 ans, je lui apporte un certificat de vie en disant, monsieur, je ne suis pas mort. Je lui dis, bon, donnez-moi, monsieur, voilà mon compte bancaire, donnez-moi 30 000 dirhams, et c'est la belle vie. Et la belle vie. Je travaille plus 30 000 dirhams par mois à vie, mais c'est formidable. Ça, c'est en cas de survie ou de capitalisation. Le deuxième cas, ce qu'on appelle les assurances en cas de décès, là, je ne pense pas à moi. C'est le contraire de la première. Je pense pas à moi. Je pense aux autres. Et généralement, les autres, ce sont nos parents, nos épouses, les gens qui ne sont pas n'importe qui, hein. Pas n'importe qui, hein. C'est-à-dire, il y a des précisions au niveau de la loi. 99%, ce sont les parents, les époux ou les épouses et les enfants. Donc ce sont les gens qui nous sont les plus proches. Absolument. Ouais. Alors à ce moment-là, je dis, écoutez, monsieur l'assureur, le jour de ma mort, Amar Bédina, je ne sais pas quand, donnez à ma femme 30 000 dirhams par mois avec mes enfants. Et si jamais je meurs, ma femme, mes enfants continueront de vivre convenablement. Vous voyez ce que je veux dire? Et les deux sont bien. En cas de survie, en cas de capitalisation et en cas de décès sont bien. Mais seulement le problème, chaque police a des inconvénients. Comment ça? La première, en cas de survie et de capitalisation, je suis égoïste. Mais malheureusement, je pense qu'à moi. Et je pense pas, et si je meurs, ma femme n'aura rien du tout. Mes enfants n'auront rien du tout. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Le deuxième cas, la deuxième police, c'est l'assurance en cas de décès. J'ai pensé à ma femme. Très bien. Et moi, je n'aurai rien du tout. Vous voyez le problème? C'est pour cela les assureurs, ils ont créé une autre version de l'assurance vie qu'on appelle la mixte, et un peu plus chère. La mixte. Si j'atteins 60 ans, j'aurai 30 000 dirhams par mois. Si je meurs avant, c'est ma femme et mes enfants qui auront 30 000 dirhams par mois. D'accord, donc c'est un peu... L'assureur casquera dans tous les coups. Il payera dans tous les coups. Dans tous les cas. C'est la mixte. Elle est un peu plus chère et c'est la meilleure.
et que je recommande. Oui, disons qu'il y avait des avantages de l'un et de l'autre, enfin des deux cas de figure, et puis il s'agit là, oui, effectivement, disons c'est le meilleur des deux. Et comment, mais je voulais vous poser une question plus personnelle. Comment expliquez-vous cet engouement, puisque vous connaissez un peu le secteur depuis des années et des années. Pour deux raisons. Oui. Pour deux raisons. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est relatif à la loi ou à la pratique ou à la sensibilisation, à la culture, parce que j'imagine qu'il y a plusieurs facteurs. J'y arrive. Ouais. Pour deux raisons. D'abord, les gens sont devenus plus consciencieux, sont devenus plus prévenants. Oui. Comme je dis tout à l'heure, un homme averti en vaut deux. Oui. Les Marocains maintenant voient les choses différemment. Ils ont raison. Ils ont raison. Ils disent, mais et moi, à 60 ans, qu'est-ce que je vais faire? Et si je meurs, ma femme, mes parents? Donc, il y a une prise de conscience à ce niveau-là. Il y a ce qu'on appelle un engouement. Oui. Un engouement à ce niveau-là. Et ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est les prêteurs. C'est les banquiers. Les banquiers, ils exigent l'assurance décès. Vous voulez que je vous prête, monsieur, moi chez la banque XY, vous voulez que je vous prête 3 millions, 4 millions pour construire votre villa? Soit 1 000. Mais faites une assurance décès. Et moi, je suis le bénéficiaire. Oui. Donc, vous me payez sur 15 ans. Il y a quelque chose, une sorte de résonance entre les deux phénomènes. Si on est dans une société, par exemple, où on a de plus en plus besoin de crédit, où le crédit plus facilité, en même temps, il y a quelque chose qui va de pair, c'est-à-dire une sorte de corollaire. Et pour le coup, il s'agit de l'assurance vie. Vous voulez, monsieur, acheter un appartement, quartier Intel, 1 500 000, 1 000, pas de problème, il y a 1 500 000. Mais vous faites une assurance décès et vous faites une délégation en ma faveur. Si dans les 15 ans, vous avez payé toutes les traites, ben tant mieux. Je vous donnerai la main levée. Si dans les 15, au cours des 15 ans, vous mourrez, je vais voir l'assureur, payez-moi les traites qui restent. Donc vous n'avez pas le choix. L'emprunteur n'a pas le choix. Il est à la merci du prêteur. Vous voulez pas? Eh ben, allez ailleurs. Je vous donnerai pas un sou. Ce qui fait qu'une bonne partie de ce pourcentage, vous aviez dit tout à l'heure, c'est à cause des prêteurs. D'accord. Qui exigent de leur emprunteur de souscrire cette police-là en cas de décès. Donc c'est une sorte d'indicateur sur le crédit, sur le taux de crédit au Maroc. Ou bien mais tout le monde trouvera son compte. Oui, évidemment. Parce que celui qui accorde un crédit est assuré en cas de décès. Voilà. Et celui qui a besoin d'un crédit, il a plus de possibilités d'avoir un crédit si dans le cas où il s'assure. Donc effectivement. Et moi le prêteur, je vais vous donner une très grosse somme. Je suis sûr de la récupérer. D'une manière ou d'une autre. Soit vous allez me payer toutes les traites de 15 ans à 20 ans. Maintenant, c'est 25 ans, vous savez. Maintenant, ça peut aller jusqu'à 25 ans. Je serai réglé. Et si jamais, entre-temps, vous mourrez, soit suite à une maladie, soit un accident, peu importe, toute cause, mort, toute cause, eh ben, les traites qui sont impayées, je vais les récupérer. Effectivement, donc nous parlions de cette évolution un peu particulière. Bon, on a évoqué les culturels d'une part, et puis il y a, vous aviez évoqué une prise de conscience aussi, et puis il y a disons cette évolution de la société qui a de plus en plus recours, notamment au crédit pour se loger, etc. Lorsqu'il s'agit d'avoir, disons, des sommes plus importantes. Mais est-ce qu'il y a des dispositions réglementaires nouvelles dans le secteur des assurances qui sont à prévoir dans les années à venir, et plus particulièrement à partir de l'année prochaine? Oui, il y a des tas d'assurances sur la vie, sur le décès. Il y a des assurances qui ajoutent l'IPT, la capacité permanente totale. Exactement. J'ajoute une chose très importante et vraiment, l'administration a fait un travail colossal, ce qu'on appelle les dégrèvements ou les abattements au niveau du fisc, au niveau des impôts. Si vous souscrivez une police en cas de décès, en cas de ceci, cela, je ne compterai que temps les impôts et non pas de temps. Donc il y a ce qu'on appelle des facilités, des dégrèvements ou tout simplement des aides vis-à-vis des gens qui souscrivent ce genre de police.
D'accord, donc effectivement il y a ce changement en particulier, et puis peut-être pour revenir au cas qui nous occupait tout à l'heure, qui est celui plus général, bon, concerne aussi les voyageurs, la saison estivale, celui des automobilistes. Est-ce qu'on peut dire que c'est un secteur qui a été un peu secoué par certaines affaires notamment de faux sinistres? Est-ce qu'il y a des dispositions pour, disons, limiter cet impact-là, ou parce que effectivement il y a plusieurs, j'ai vu un peu l'actualité à ce niveau-là, il y a plusieurs arrestations, plusieurs chaînes qui ont été, disons, démontées, oui, effectivement. Et donc, qu'est-il à dire à ce propos-là? Il faut dire une chose, il faut pas se leurrer. Il y a toujours eu de faux sinistres. Et il y aura toujours de faux sinistres. Il faut pas broyer du noir, il faut appeler un chat un chat. Il y aura toujours des faux sinistres, mais le problème, c'est pas valable au Maroc, dans le monde entier, hein. Oui. Aucun pays ne peut s'enorgueillir. Moi, je n'ai pas de faux sinistres. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les meilleurs pays au monde, il y a des faux sinistres. Il y a la fraude. On n'y peut rien. C'est comme ça. C'est comme ça. Là, il faut des garde-fous. Voilà. La chose la plus importante, c'est de limiter les dégâts. On trouve qu'en moyenne 5% des sinistres sont faux. Oui. Faux. Des constats amiables à tort et à travers, des vols simulés, tout ce que vous voulez, Et chaque fois, on attrape. Oui. Bon, ça, on n'y peut rien. C'est comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. On n'y peut rien. N'empêche, les compagnies d'assurance gagnent des milliards et des milliards et des milliards. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Quoi qu'on fasse. Ah, effectivement, je pense que c'est compris dans le risque. Voilà, ils distribuent toujours des milliards de dividendes aux actionnaires. Alors, il ne faut pas dire oui, effectivement. que c'est dangereux. Verser de grosses larmes lorsqu'il y a des bénéfices considérables. Oui, bien sûr. Il y a toujours des milliards qui sont distribués, moyen shkara, les actionnaires. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Il y a des faux sinistres, ça c'est vrai. On n'y peut rien, c'est comme ça. Mais ce n'est pas une raison que les compagnies sont en piteux état ou bien sont en banqueroute. Ils vont déposer le bilan. Jamais. C'est pas vrai. Il y aura toujours... Le domaine de l'assurance, grosso modo, est florissant. D'accord. Il n'y a rien, il est florissant, il n'y a absolument rien à dire à ce niveau-là. Parfait. Donc nous avons abordé aujourd'hui plusieurs questions, notamment relatives au voyage, puisque c'est la saison. Nous remercions évidemment Abdelaziz Rachidi, qui est consultant senior et formateur en assurance, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée en notre compagnie sur Atlantic Radio et je vous dis à demain pour un autre épisode des Experts.